Bonjour Cindy, merci d'être l'invitée du podcast aujourd'hui. Alors, j'avais déjà évoqué la préparation mentale dans un précédent épisode avec Denis Troc, mais aujourd'hui, on va voir avec toi comment on peut optimiser notre performance par cette préparation mentale et ce qu'elle englobe. Alors, tout d'abord, merci, et puis je vais te laisser te présenter pour nous dire qui tu es, d'où tu viens, et on verra ce que tu fais par la suite. Bonjour Sébastien, merci à toi. C'est un plaisir de pouvoir échanger sur mon métier et la préparation mentale aujourd'hui. Alors, qui je suis? Je m'appelle Cindy Laplace. J'ai eu 30 ans il y a quelques jours et je suis préparatrice mentale installée depuis 7 ans sur Toulouse. Alors, avant d'être préparatrice mentale, quel a été ton parcours? Qui était Cindy quand elle était plus jeune? Est-ce que c'était déjà un métier que tu envisageais? Comment tu as cheminé à la fois scolairement et on va dire sportivement par la suite jusqu'à ce métier que tu exerces aujourd'hui? Alors, c'est très simple. J'étais une boule et je suis encore une boule d'énergie aujourd'hui. Donc, mes parents m'ont mis à la gymnastique artistique très jeune. Donc, j'ai fait beaucoup de gymnastique artistique, comblée de week-ends par du roller, du kayak, de l'escalade, des via ferrata, enfin tout ce qui pouvait bouger, quoi. Finalement, de la danse, de la musique aussi. J'ai fait beaucoup de musique. Et à l'âge de 13 ans, mon club de sport mon club de gym propose une formation d'initiateur fédéral. Bon, et du coup, je suis assez curieuse comme petite fille. Et je me dis, je vais aller me former à comment on entraîne, comment on fait pour entraîner des gymnastes. Donc, je me retrouve à 13 ans avec du recul, c'est assez jeune quand même, à apprendre comment on fait faire la roue, comment on fait faire un flip, comment on encadre une équipe. Et ça me plaît. Donc, sur mon temps qu'il me reste, je m'entraîne, mais aussi je viens entraîner avec les coachs du club. Et ça me plaît tellement que je me retrouve à 15 ans. On propose le monitorat fédéral. Le monitorat fédéral, normalement, c'était ouvert à partir de plus 16-17, mais c'était la dernière année où ils allaient le proposer avec ce format-là. Donc, entre guillemets, on me surclasse et on me dit, vas-y. Je me retrouve au château de Gerland, perdu. Moi, je suis de la Corrèze, initialement, donc au-dessus, région centre, je crois. Enfin, vraiment, il faisait froid, c'était des conditions horribles. On dormait mal, mais on s'éclate. Parce que je découvre un peu de préparation physique, je découvre la pédagogie, je découvre d'autres façons d'entraîner, parce que bien souvent, quand tu as été entraîné par le même entraîneur, tu ne vois qu'une façon de faire. Et en gym, c'est un sport assez dur. On s'entraîne beaucoup d'heures par semaine. Il y a de la douleur, il y a de la peur, on tombe, on se fait mal. Et je me rends compte, j'ai 15 ans, qu'il y a rien sur la préparation mentale. Alors, je pense qu'à cet âge-là, je mets pas un mot sur préparation mentale, mais je me rends compte qu'il y a rien quand la gamine, elle est sur la poutre, qu'elle est tétanisée et qu'elle pleure, mis à part lui dire descends et calme-toi et remonte quand t'es prête, on n'a rien d'autre. Bon, je t'avoue que ça m'interpelle un peu quand même. Et je me dis, ok, je vais continuer d'entraîner avec ce que j'ai. Je fais un parcours classique, j'ai fait un bac S. Je vais faire mon bac S et je vais partir en STAPS. Parce que les études pour aller dans le milieu du sport, c'est STAPS. J'avoue avoir hésité entre psycho et STAPS. Bon, clairement, le sport l'a emporté. Et avec du recul, je suis bien contente d'être partie en STAPS plutôt qu'en psycho parce que c'est un parcours beaucoup plus adapté à mon métier aujourd'hui. Et du coup, je suis donc de Tulle, en Corrèze. Peut-être que par l'histoire, tu connais un peu cette ville. Alors, je connais Tulle parce que j'y ai laissé une cheville sur un trail. Ah oui, c'est vrai. Donc, la Tulle Brive Nature, oui, je vois un petit peu. Donc, l'hôpital de Brive, mais le départ était à Tulle. Donc, effectivement, je vois ce que peut représenter la Corrèze. Alors, on va laisser une autre entente à Tulle. Ça a été la ville la plus sportive de France. Sans dire de bêtises, je me souviens plus en quelle année, mais on avait été élu la ville la plus sportive de France. Et pour l'anecdote, c'est François Hollande qui m'a payé avec sa réserve parlementaire mes formations d'initiateur et de monitrice fédérale parce que ça avait un coût. Et les réserves parlementaires, ça va financer un peu les associations. Donc bon, il aura au moins servi à ça pour mon parcours. Et je me retrouve donc dans cette formation de monitorat que je valide. Compliqué à cet âge-là, les filières énergétiques, la pédagogie. Bon.
J'arrive à l'utiliser et il me tarde de partir en STAPS. J'arrive à intégrer STAPS Toulouse, c'est un choix. Brive, tu sais, à Tulle, on n'aime pas trop Brive. C'est un peu les coujoux, c'est la petite guerre de clochers. Puis même l'envie de voir autre chose, tout simplement, partir dans une grande ville et d'avoir un bassin beaucoup plus sportif. Et là, je passe à 3 ans à Toulouse où je m'éclate. Je fais la filière entraînement sportif. Donc là, tu apprends à être entraîneur. Sur les aspects techniques, physiques, tu abordes un peu la préparation mentale. Et le peu que j'aborde en préparation mentale, qui va être la relaxation et la visualisation, c'est les 2 seuls éléments qu'on nous apporte en licence, parce que ça n'a pas vocation à faire de nous des préparateurs mentaux, une licence générale. Je l'utilise en tant qu'entraîneur de l'Union Gymnique de Ramonville, petit club toulousain où c'est mon job étudiant, mais passion aussi. Et tu continuais quand même à pratiquer la gymnastique en parallèle de cette filière STAPS. Est-ce qu'il faut, quand on est étudiant en STAPS, avoir peut-être un certain niveau dans une discipline? Alors, ça a évolué. Moi, à l'époque, quand j'arrive sur Toulouse, fais un choix. J'arrête la gym pour des raisons physiques. Parce qu'en STAPS, on va faire 12-14 heures de sport, mais différents. On va faire de l'athlétisme, on fait du rugby, on fait de la natation, on fait du sport de combat, des disciplines que tu n'as jamais fait. Et du coup, ça demande quand même des ressources différentes. Et je fais un choix de me dire, OK, la gym, de toute façon, c'est un sport à maturité précoce, donc il a vocation à s'arrêter. Tu gardes ton corps prêt et frais pour les études. Et par contre, tu investis l'entraînement. Donc, mon temps libre, il est dédié à ma pratique d'entraîneur. Par contre, aujourd'hui, tu as raison. Dans le STAPS, il faut garder un niveau. Mais j'ai fait un autre choix en STAPS. Tu dois prendre une spécialité. Mais j'ai pas pris la spécialité de gym en STAPS. Parce qu'elle n'allait rien m'apporter en plus. En étant monitrice fédérale, j'avais tous les éléments, bien plus que certains profs, pour entraîner. Donc, j'ai fait le choix d'aller dans la pratique de la natation pour avoir un diplôme de maître nageur sauveteur. Donc, il me fallait m'entraîner en natation. Donc, je pratiquais, mais pas dans ma discipline de prédilection. Et à l'Union Gymnique de Ramonville, cette salle, elle nous faisait pleurer, quoi. Il y avait impraticable, les plaques s'écartaient, on n'avait qu'un seau, qu'une barre qui tenait à moitié, enfin vraiment dans des conditions très moyennes. Et je me dis, on fait ce qu'on a. J'avais des filles qui venaient de tout milieu. La gym, quand t'as pas commencé à 3 ou 5 ans, c'est compliqué pour des qualités. Et bien tant pis. On va créer une cohésion d'équipe, on va dialoguer, on va se faire confiance, on va se filmer pour se représenter ce que donne notre passage sur le saut de cheval. On va être malin sur les enchaînements, parce qu'en gym, si tu fais une rondade flip mais qu'elle est toute pourrie, tu seras beaucoup pénalisé. Que si tu te tiens juste à une jolie rondade, tu as un maximum de points. Donc c'est de la tactique en fait. Et puis je m'assure que les filles adhèrent à ça. C'est-à-dire qu'on fait des enchaînements qui sont propres. Donc, on débarque à la première compétition avec les filles. Pour te dire, on nous avait prêté des justes au corps, pour te dire les conditions du club. D'entraînement, oui, qui était compliqué. Ouais, voilà. On nous prête des vieux justes au corps alors que tout le monde a des beaux... Bon, on passe au-dessus de tout ça. Les filles ont le sourire. On est content d'être là. On est heureux. On fait la compétition et franchement, je suis fière des filles. Au-delà de ce qu'elles ont produit, bonne attitude, très peu de stress, du plaisir, elles sortent de la barre ou de la poutre, elles sont contentes, on passe une journée magnifique. Et on est obligé d'attendre le soir, parce que c'était les régionales, on attend le soir le podium, les filles sont assises, et j'ai les bras croisés, et on regarde le podium comme on fait à chaque fois dans le milieu du sport. 5e, 6e, 3e, 2e, l'Union Gymnique de Ramonville. Et là, c'est très drôle, personne ne bouge. Mais personne ne bouge. Parce que personne ne sait qui est l'Union Gymnique de Ramonville. Les gamines ne s'attendent tellement pas à être 2e que elles sont spectatrices. Et là, c'est moi qui me lève dans la salle qui dit « Oh, les filles, debout, vous êtes sur le podium !» Donc, c'était génial. Et du coup, je me suis dit « Mais comme quoi, avec des conditions moyennes, parce que je les avais 3 heures par semaine, alors que les autres clubs s'entraînaient 10 heures, 12 heures, avec un volume horaire bas, avec de la passion, de l'échange, du respect, et des outils, on arrive à faire quelque chose. »
Ça a été un révélateur pour toi de dire finalement je peux apporter quelque chose à des sportifs qui à la base n'ont pas forcément toutes les capacités, toutes les compétences, mais avec la passion, tu l'as dit, le respect et ton regard extérieur, de pouvoir les tirer vers le haut. Oh, je pense que sans être méchant, personne n'aurait parié sur cette équipe. Enfin, la réalité, elle est là. Il y avait en gym, on te dirait qu'elle a pas qu'elle a pas de tête, qu'elle a pas le physique pour. Enfin, on aurait appelé cette équipe-là, on l'a dit, hein, t'es une équipe de bras cassés. Je dis ah non, mais d'une tête pleine d'envie, je leur ai répondu. Et révélateur, ça et autre chose. C'est-à-dire que j'étais aussi en stage en STAPS à côté et que j'ai entraîné un autre club avec une entraîneur et qu'elle m'avait laissé, comme elle savait que j'étais monitrice, elle m'avait laissé libre champ d'action. Pareil, imagerie, renforcement de la confiance en soi par du positif, relever ce qu'on fait de bien. Et pareil, les filles, alors cette compétition-là, je suis absente pour des raisons d'études, de mémoire, mais je reçois un texto de l'entraîneur et des parents qui me disent « mais merci beaucoup ». Les filles sont fières d'elles, il y a un travail qui a été fait qui est génial. Et surtout, c'était le travail pour les gymnastes, mais pour les jeunes filles qu'elles sont et qu'elles deviennent aujourd'hui, parce que maintenant elles ont le permis et elles font des études. Et c'est ça qui du coup, à ce moment-là, est révélateur en disant, ben, comme quoi, peu importe d'où tu pars, que ce soit socialement ou en termes de qualité, si tu as des personnes qui ont les compétences et qui ont l'envie, tu peux arriver à te dépasser. Donc oui, je pense en quelque sorte à un révélateur. Alors, une fois que tu as eu terminé tes études en STAPS, est-ce que tu as basculé tout de suite vers cette préparation mentale et quel diplôme tu as dû justement suivre? Parce que de STAPS, on sort peut-être pas avec ce label préparatrice mentale. Déjà, qu'est-ce que c'est que la préparation mentale si tu devais la définir aujourd'hui? Est-ce que c'est un grand sac où on a plein d'outils à sa disposition? Dis-nous tout. Alors, la préparation mentale, c'est un entraînement qui vise à développer des habiletés, on parle d'habiletés, individuelles ou collectives, pour être plus performant et favoriser le plaisir dans la pratique. Voilà ce que c'est la préparation mentale. C'est pas ma version, c'est aujourd'hui la définition de la préparation mentale, comme la définition de la préparation physique. Développer des qualités physiques pour être meilleur, être en bonne santé, éviter de se blesser. Voilà ce que c'est la préparation mentale. Suite à STAPS Toulouse, entraînement sportif. Tu as raison, ça n'a pas vocation, avec une licence générale, à faire de nous des préparateurs mentaux. Les études sont quand même plutôt bien faites en STAPS, on te projette sur ton projet professionnel. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait des masters, master 1, master 2, en préparation physique. Donc ça, il y en avait un paquet sur toute la France. Et il y en avait un ou deux qui faisaient moitié prépa mentale, moitié prépa physique. Donc déjà, ça m'interpelle. Je regarde un peu le contenu. Mais là, je me dis, attends, la préparation physique, c'est complexe. La préparation mentale, c'est complexe. Comment tu peux faire moitié l'un, moitié l'autre? Et là, par le plus grand des hasards, enfin, par des recherches, je trouve Montpellier. Montpellier, Master 1, préparation psychologique et coaching. Et là, Montpellier, je me rends compte qu'il faut être tes prioritaires quand tu es de Montpellier, de Marseille et de Nice. Donc, en clair, j'ai intérêt de me débrouiller, d'avoir un très, très bon dossier pour entrer à Montpellier. Sinon, par défaut, j'y rate. Bon, ben là, en fait, c'est la fixation d'objectifs, on en parlera pour le sportif. Mais quand j'ai su exactement où je voulais aller, eh ben, j'ai forcé sur certaines matières, la psychologie, la sociologie, les projets de stage. Quand on m'a fait ma lettre de motivation pour entrer en master, j'ai dit que j'avais déjà, ce qui était le cas, un stage là-bas sur place. On nous a projeté sur après nos études. Moi, je leur ai expliqué que je voulais développer une activité libérale, que je voulais la préparation mentale pour tous et non que pour ce sport de haut niveau. Et j'y rentre. Et d'ailleurs, je suis la seule de Toulouse à l'époque à être rentrée. Et là, je m'éclate parce que Master 1, Master 2, eh ben, tu découvres toute la validation scientifique de la préparation mentale. Tu me parlais d'un grand sac. Bon, nous, on parle de boîte à outils. Tu vois, c'est juste... Et moi, en fait, je me bats contre ça. La préparation mentale, ce n'est pas que un grand sac ou une boîte à outils. C'est un vrai accompagnement qui englobe des outils. Mais c'est comme le prof qui a des exercices. Le prof, il ne fait pas faire que des exercices. Il a une posture, il a une écoute. Il y a toute la partie cachée, en fait, de ce métier. Et la préparation mentale, c'est une démarche scientifique. Tu analyses le besoin, qui est explicitement
demandé ou non. Tu émets des hypothèses. Pourquoi il y a ce comportement-là? Tu le mets en lien, en corrélation avec des théories. On va pouvoir en parler sur quand on arrive dans un meilleur club ou que c'est notre premier marathon, par exemple. Et en fonction de la théorie, tu cales la pratique du sportif. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Tu travailles, là interviennent les outils, mais tu vois, ils n'interviennent que dans la phase mise en application. Tu affines et tu valides, et c'est un éternel recommencement. Le préparateur physique, il est toujours en train d'affiner la force, l'endurance, l'explosivité, la vitesse, et l'idée, c'est d'ajuster pour que le sportif soit le mieux possible. Donc voilà le parcours aujourd'hui. Il y a Montpellier, je crois qu'il y a Brest, qui vient d'ouvrir un Master 1 et Master 2. On est trop peu par an à sortir. Par contre, la tendance est que c'est un titre qui est non protégé. Donc demain, et ça existe en ce moment, tu as des formations en e-learning qui sont sorties pendant le Covid. Ça donne des outils, c'est génial. Et les personnes s'installent préparateur mental. Bon, c'est comme si demain, je faisais mon pain à la maison, je faisais du bon pain à la maison et je voulais monter ma boulangerie, quoi. Donc, il n'y a pas forcément, on va dire, une certification comme certains métiers peuvent, entre guillemets, l'obliger. Hein. L'exemple du pain est flagrant. C'est vrai que aujourd'hui, bon, avec les outils dont on a à notre disposition, on peut faire notre propre pain. C'est pas pour autant qu'on fera un bon boulanger. Est-ce que tu trouves que finalement, si il n'y a pas une certification et que le titre n'est pas protégé, on peut aller au-devant pas de charlatans, mais de personnes qui, entre guillemets, se disent préparateurs mental, alors qu'il y a pas toute l'expérience, toute le cheminement que tu as pu avoir dans ton parcours en STAPS et l'héritage de ce que tu as pu faire sur la gymnastique qui t'a donné quand même déjà des bases assez solides pour exercer ton activité aujourd'hui. Alors, il y a quand même un diplôme. Le titre est non protégé, mais il y a quand même un diplôme. C'est-à-dire que il y a quand même un Master 2, ou 2 Master 2, peu importe, qui donne des compétences, une posture éthique, déontologique, pour accompagner le sportif sur les aspects psychologiques de la performance. Le titre est non protégé, bon peu importe, tant pis. Et aujourd'hui, on parle de charlatanisme, mais même chez des médecins, c'est une posture d'être charlatan, d'être un gourou, de mettre les personnes sous notre emprise. Malheureusement, que le titre soit protégé ou non, ça existera toujours. Ça éviterait que les sportifs, par contre, aillent travailler avec des préparateurs mentaux, parce que le sportif, quand il appelle quelqu'un, il s'en fout de ses diplômes. Il connaît pas ce parcours. Et des fois, on entend des choses très bizarres, et ils nous disent, mais il a un diplôme universitaire. Alors, c'est beau, le diplôme universitaire. Sauf qu'en fait, c'est 30 jours de formation dans une année. C'est quelque chose que tu fais pour un complément. Tu vois, par exemple, ton entraîneur que je connais, il pourrait aller faire ce DU de préparation mentale. Comme ça, si on discutait ensemble d'athlètes qu'il coach, on se comprendrait un peu mieux. Mais en aucun cas, il pourrait t'accompagner sur les aspects psychologiques de la performance. Et oui, il y a des dérives, mais comme dans tout domaine, c'est juste que le mental, ça paraît, comment dire, je pense que ça paraît très simple. Et à partir de là, on est dans la vague du développement personnel, hein. Mardi, j'étais avec des badistes, des adultes, loisirs. Et le développement personnel, c'est tendance. Tout le monde a lu les accords Toltec. Tout le monde regarde des conférences sur comment devenir avoir confiance en soi. Ils sortent des théories. Tu sais même pas d'où elles sortent, ces théories. Alors qu'en fait, derrière, tu as de la recherche scientifique. Le stress, c'est Lazarus et Folkman. La théorie de l'auto-efficacité de Bandura. Enfin, t'as quand même des chercheurs qui, depuis des années, mettent en exergue des concepts, des théories, et qu'il suffit d'appliquer pour que le sportif ou le musicien ou le prof ou l'étudiant développe ces qualités mentales-là. Et alors, une fois que tu as eu donc ton master, ton diplôme, quand on sort avec le titre donc de préparatrice mentale, comment on fait pour trouver son premier client? Parce que tu l'as dit, un sportif, quand il vient te solliciter, ou un musicien, ou un étudiant qui cherche à préparer un concours, comment on peut se démarquer et se détacher du lot? Alors, s'il y a une chose à reprocher dans nos études en France, c'est bien la partie professionnalisation. Je rêve de tous les parcours en alternance. C'est-à-dire que oui, il y a la théorie que tu apprends,
et comment tu la mets en pratique sur le terrain et comment cette activité-là, tu en vis. Parce que tu aies fait 5 ans d'études ou qu'un an, il faut avoir un salaire et il faut vivre derrière d'une activité. Et c'était la seule partie qui pouvait manquer à notre formation. Alors, j'avais déjà anticipé, c'est-à-dire que mes études étaient à Montpellier. Et ben en Master 2, j'ai fait tous mes stages à Toulouse. J'ai fait un stage à Colomiers Rugby, sur lequel j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Donc déjà, tu poses quelque chose. Tu poses un mémoire de fin d'études sur l'accumulation de la blessure, avec les félicitations du jury à Colomiers. Donc, ça fait un peu de visibilité. J'avais fait mon stage au tennis, j'avais fait mon stage à la gym et j'avais fait mon stage à l'athlétisme. C'est-à-dire qu'au lieu de faire qu'un stage, j'en ai fait 4 à Toulouse. Et en plus de ça, j'arrivais à être maître nageur à côté. Donc, ça fait développer un petit réseau. Et là, c'est un peu le grand bain de l'entrepreneuriat, en fait. Oui, tu es préparateur mental. Oui, tu as appris des choses. Tu peux aider, tu peux accompagner des sportifs, des jeunes. Mais en fait, il faut créer un statut. Il faut que les gens comprennent ce que tu peux leur apporter. Et il faut un lieu pour recevoir. Parce que le préparateur mental, oui, on a déjà fait des entretiens dans des vestiaires, mais il y a plus confortable. Donc, 2014, je suis diplômée du Master 2. Je suis déjà sur Toulouse. Je travaille dans les clubs. Colomiers Rugby me garde. Bon, c'est des petites missions, hein. Mais je suis une équipe de cadets. Goderman à l'époque, donc en 3e. Donc j'ai le rugby qui me prend beaucoup de temps. J'ai un jeune qui arrive par une amie STAPS qui me dit « Ah, je suis devenue prof. Il y a un jeune, il fait telle discipline à haut niveau. Il est loin, il n'y a pas de préparateur mental. Est-ce que tu veux travailler à distance ?» Bah oui, allons-y. Donc, je commence à travailler avec ce jeune à distance, sachant que les parents font l'effort de me l'amener à Toulouse aux vacances. Parce que je dis oui, la distance, c'est bien, mais on est dans l'humain quand même. Donc, les parents me l'amènent. Et faut le temps que ça achemine un peu. Je contacte les clubs pour intervenir. Alors, c'était il y a 7 ans en arrière, on en parlait moins de la préparation mentale. Et j'avais beaucoup de « Ah, c'est génial !» Mais ah non, on n'a pas de budget. Ben oui, sauf qu'en fait... un entraîneur, il doit vivre, un préparateur physique, il doit vivre. Et pourquoi la préparation mentale, ça serait gratuit, en fait? Enfin, quand tu vas voir le psychologue, tu payes. Quand tu vas voir un médecin, tu payes. Enfin, tout a un coût, rien n'est gratuit. Bon. Alors, du coup, en mars 2015, il a fallu un peu de temps, je trouve un bureau que j'ai utilisé jusqu'à avril, là, de cette année. Et, je crée un cabinet. Et c'est vrai que je mets cabinet de coaching pour permettre à tout le monde de s'identifier. Parce que les gens m'appelaient en me disant mais je suis pas sportif, hein, mais par contre, je dois changer de job et j'aimerais bien me sentir mieux. Ben oui, mais bien évidemment, en fait. Oui, j'ai fait mes études, il y a marqué STAPS, mais la confiance en soi, que ce soit pour le sport, pour la vie de tous les jours, c'est le même fonctionnement. On peut le décliner Donc, sur n'importe quel champ de la vie professionnelle, sportive ou personnelle, à tout moment. Enfin, quelqu'un qui vivrait une situation familiale difficile, tu peux l'accompagner à basculer vers une situation bien meilleure, ou un sportif, ou quelqu'un qui viendrait à changer d'activité pro. dans la limite de nos compétences, mais renforcer la confiance en soi, oui. Diminuer le stress ressenti, oui. Améliorer l'attention ou la focalisation de la concentration, enfin, oui. En fait, faut quand même voir notre cerveau comme un muscle. Donc, comme tu peux renforcer tes biceps, tu peux aussi muscler ton esprit, ton mental, afin qu'il soit meilleur et qu'il puisse s'adapter à une situation. Sachant que dans nos études, on a fait de la psychopathologie, on a appris le champ de la psychologie du travail. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'interviens avec des entreprises. Enfin, on a quand même il est intestable le master parce qu'il faut qu'il soit hébergé par une entité. Mais historiquement, ce master était une convention entre psycho et STAPS. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu une scission, mais comme ça finit toujours par arriver. Mais on a quand même aujourd'hui les compétences pour intervenir auprès du sportif, auprès de la personne lambda ou de l'entreprise. Et globalement aujourd'hui, quand les gens viennent te solliciter, le pourcentage de sportifs, il est plus important. Enfin, tu es plus quand même axé sur le sport que sur des profils un petit peu plus éloignés des terrains. Ça évolue. Ça évolue. Alors, parce que j'ai communiqué aussi dessus. C'est-à-dire que moi, mon grand précepte, c'est que
j'ai autant plaisir, donc on parlait des Jeux olympiques, à coacher, aller passer un week-end avec un sportif qui prépare les Jeux olympiques, que avoir Axel, 8 ans, qui a moins de stress quand il est en classe, tu vois, par exemple. Et je trouve que ça nous met aussi dans la réalité. Quand je coach des chefs d'entreprise qui font des millions de chiffres d'affaires, qui ont des investisseurs, où chaque choix est stratégique, important, ben, j'ai autant de plaisir à le faire que d'avoir Julia qui est en train de passer le brevet. Ça fait aussi, je pense, partie de mes valeurs. Pour moi, ça devrait être accessible à tous, la préparation mentale. D'abord à l'école, avec des bonnes bases. Si les gens mettaient des bonnes bases à l'école, ce serait une bonne chose. Et après, on optimise. Alors, il est vrai qu'en tant qu'enseignant, tu vois, c'est pas des choses que l'on va transmettre à nos élèves. On leur apprend pas à avoir confiance en eux. On leur apprend pas à être moins stressé, à appréhender, on va dire, correctement une situation. Pour un élève qui aurait des mauvais résultats, on va surtout pointer ce qu'il ne sait pas bien faire, alors que on peut dire, bah oui, peut-être que tu as pas bien fait cet exercice-là, mais à contrario, tu as des compétences dans d'autres domaines. Est-ce que ça, tu penses que ça pourrait être, alors là, c'est un clin d'œil qu'on envoie à notre ministre Jean-Michel Blanquer, de l'intégrer peut-être un peu plus dans nos parcours éducatifs? Alors moi, j'ai un précepte, c'est agis. Donc, avant que nos politiques décident de réformer notre école, eh ben, j'ai agi. C'est-à-dire que j'interviens dans des lycées, où, alors c'est un peu tard, mais c'est déjà ça, où j'ai et les jeunes et les profs. C'est-à-dire que quand on est venu me chercher pour les jeunes pour dire faut les aider à être plus à l'aise à l'oral, je dis OK, mais je m'occupe des profs. Et je ne viens que si j'ai les profs également. Et là, récemment, au début du mois, avec mon collègue, mon collaborateur, Nino Pelloli, on avait 50 enseignants et enseignantes d'école maternelle face à nous pendant une journée pour aborder la formulation positive comme tu le fais, le fait de faire un bilan objectif à un enfant ou un ado. Et là, je me suis dit, voilà, il y a un système, soit on le subit, soit on agit. Et bien, si on peut apporter des bases. Alors, l'école, est-ce qu'elle a vocation à amener tout ça? J'en sais rien. Mais en effet, quand on rend une copie, on pourrait commencer par le positif. Tu as bien fait ça, je suis contente, t'as tenté, t'es resté concentré. Bon, ben ça a l'air d'être plus compliqué. Quel est l'axe d'amélioration et est-ce que t'es content de toi? Et ça prend juste une autre tournure, parce que dans tous les cas, on fait un retour. Mais ça demande de la formation, en fait, à la base pour les enseignants. Et comment, finalement, tu peux, à travers les différents outils, révéler le meilleur, que ce soit un sportif, que ce soit un jeune que tu accompagnes, quels sont les leviers que tu utilises pour tirer vraiment le meilleur de ces personnes que tu accompagnes? On est vraiment sur de l'accompagnement et tu le disais tout à l'heure, l'humain a quand même une grande part dans ton travail. Alors, en préparation mentale, on distingue deux choses. La préparation mentale efficiente de j'ai un concours, j'ai un casting, je change de job, je prépare les jeux, où là, tu entraînes et tu optimises la confiance, la motivation, la gestion du stress, gérer son activation. Là, tu es sur restreint. Par contre, on englobe ça dans la préparation psychologique. C'est-à-dire que avant de faire un Tulbrive nature, il y a la préparation de ma routine, d'avoir fixé les bons objectifs. Ça, c'est de la préparation mentale. Mais si cette semaine-là, t'as tout le monde qui a été malade à la maison, si cette semaine-là, il y a eu un décès, si cette semaine-là, il y a eu la signature de la nouvelle maison, il y a ce que nous sommes autour du sportif que nous sommes, de l'étudiant que nous sommes. Donc, on s'assure que le projet ait du sens pour le sportif. C'est pas nous qui allons dire si d'aller au jeu ou d'arrêter sa carrière, ça a du sens. Non. Mais, par le biais d'entretien, on lui permet d'être bien dans cette posture-là. Et du coup, à partir de là, quand il y a cet accord entre l'entraînement mental, parce que je préfère le mot entraînement, entre l'entraînement mental, genre on muscle le cerveau, et qu'à côté, il sent qu'il est dans une bonne dynamique familiale, scolaire, dans son accomplissement en tant que femme ou en tant qu'homme, et ben là, oui, tu arrives à révéler le meilleur de la personne. C'est ce que j'appelle la charge mentale. Et David, mon coach, on l'utilise également parce que, comme tu le dis, si on analyse
très froidement des séances sans tenir compte de tout cet environnement psychologique, on peut passer à côté d'éléments qui sont quand même épuisants, qui peuvent entre guillemets pomper vraiment dans les ressources du sportif. Et effectivement, quand tu as une vie professionnelle qui peut offrir des difficultés, la vie de famille qui vient impacter également l'énergie que l'on peut avoir, des enfants qui dorment plus ou moins bien et tout ce qui est lié finalement au côté perso, si on le dissocie complètement de notre activité sportive, on est dans le faux là. C'est ça. On se trompe si on croit qu'on pose la casquette de l'homme ou de la femme, de nos soucis ou de nos tracas pour être performant sur le terrain. Non. Et j'ai toujours cet exemple en tête. Alors, tu me demandais la part du sportif. J'en sais rien aujourd'hui. Ça m'intéresse peu de savoir combien de sportifs m'appellent et s'ils sont sportifs ou non. En tout cas, j'ai coaché et j'ai eu contact avec 36 disciplines différentes. Et j'ai toujours souvenir d'un sportif que je suis depuis des années, qui depuis quelque temps avait des baisses de perf. Donc, bien sûr, on cherchait à comprendre parce que son mental, il est entraîné, il est bon. Et là, je comprends qu'il est en train de s'acheter une maison, sa première maison. Oui, sauf qu'en fait, c'est un choix important. Il y a tout ce qui est crédit. Et en fait, tout simplement, alors, on en a rigolé. J'ai dit, mais à quel moment t'as oublié de me le dire? Parce qu'ils sont pas obligés de tout me dire. Mais finalement, ça avait une conséquence dans sa performance. D'où l'intérêt du préparateur mental d'être assez proche du sportif, du chef d'entreprise ou du jeune qui le coach. Là, récemment, j'ai une jeune qui me dit, je suis stressée pour le bac de français. Oui, sauf qu'en fait, le contexte familial est tellement compliqué autour qu'on aura beau mettre en place toutes les techniques que l'on veut pour diminuer son stress, malheureusement, vu ce qui est en train de se passer dans le contexte familial, elle sera forcément impactée. Donc, il faut l'accepter, le digérer, trouver des stratégies pour se placer au mieux. Et quand tu accompagnes des sportifs, alors tu parles donc toi de ton rôle d'entraîneur au niveau mental. Est-ce que l'entraîneur qui va lui être axé sur la discipline est en lien avec toi? Est-ce que vous échangez ou est-ce que parfois tu peux peut-être arriver à des oppositions entre ce que l'entraîneur va demander et ce que toi tu ressens ou ce que tu veux mettre en place pour optimiser la performance du sportif qui serait venu te chercher pour améliorer ses performances? Alors, pour te répondre à cette question, je t'explique rapidement. Quand un sportif il vient à mon bureau. Pendant 5-6 séances, on a besoin d'être en bureau, poser des bases, comprendre comment il fonctionne, analyser ses capacités mentales avec des tests et mettre en place un fonctionnement qui tourne. Quand on a mis en place ces 5-6 séances, on peut poursuivre en bureau. C'est une possibilité. Mais, très vite, c'est à l'entraînement qu'il faut que on fasse des renforcements que négatifs, mais parce que ça sera fait exprès, réfléchi, pour débriefer après, pour dire comment tu te sens quand tu fais des retours négatifs. Parce que si tu as un public qui est en train de t'insulter ou de te tirer vers le bas, il faudra bien que tu sois prêt. Donc, en effet, il faut, et c'est l'idéal, être en lien avec l'entraîneur. Parce que pour moi, le premier acteur de la performance, c'est le sportif, mais le deuxième, c'est l'entraîneur. L'entraîneur le voit tous les jours ou régulièrement. Donc, l'idéal, c'est que le préparateur mental aille sur le terrain, rencontre l'entraîneur et collabore directement avec. Alors, depuis 7 ans, c'est simple. Soit lors de la première rencontre, je vais sur le terrain, je me pose en observatrice, je dis trop peu de choses, j'observe. Je les laisse fonctionner comme ils ont l'habitude de le faire. Et là, très vite, soit ça match avec le coach. Et c'est génial pour le sportif. Parce que du coup, le coach va m'appeler en disant, voilà, dans 3 semaines, il y a ça. OK, sur sa confiance en ce moment, il en est là. Est-ce qu'on peut tester ça? Et alors oui, il y a la confidentialité parce que le sportif, tout ce qu'il me dit, je dois pouvoir le garder. Pour moi, c'est important. Mais d'un commun accord avec le sportif, et c'est comme ça que ça marche, s'il veut qu'il soit meilleur, on communique avec le coach pour juste améliorer sa perf. Et là, c'est génial parce qu'on a un sportif qui a une équipe qui œuvre pour qu'il soit meilleur. Par contre, il m'arrive des fois d'avoir des coachs qui sont très ouverts, très contents, mais qui, à un moment donné, ont leurs limites parce que ils ont leurs croyances sur la préparation mentale, ils ont leur fonctionnement, et du coup, à ce moment-là, je laisse le sportif s'entraîner avec le coach, et nous, on bosse avec le sportif, entre guillemets, dans notre coin, et le sportif est très autonome là-dessus. Et il y en a qui refusent aussi que je rencontre les coachs. Et à niveau de performance
purement disciplinaire égale, c'est vraiment le mental qui va faire basculer un sportif vers une performance meilleure. Quelles seront les évolutions possibles quand tu as voilà deux sportifs qui sont d'un niveau équivalent? Est-ce que c'est vraiment cet accompagnement que tu leur proposes qui leur permet de franchir des caps et des paliers? Je te prends l'exemple de la routine de performance. C'est un peu un échauffement mental qu'on fait avant de faire une compétition ou un entraînement. C'est pas moi, c'est la science qui dit. C'est-à-dire qu'à niveau égal, on prend des jumeaux, d'accord? Même qualité physique, même entraînement depuis qu'ils sont nés. Et t'as un jumeau qui fait la routine et un jumeau qui, non, rien à faire, fait aucune routine. Celui qui fera la routine sera meilleur. Parce que la routine aura diminué le stress, amélioré ses gestes et amélioré son attention. Donc en fait, alors moi je le constate, ça fait 7 ans et je vois des sportifs qui ont des résultats. Je vois des sportifs qui techniquement font ce qu'il faut, physiquement et mentalement. Après, dans des sports d'équitation, de sport auto, si tu as un problème mécanique ou un problème avec l'animal, le mental, mis à part s'adapter à la situation, il m'est eu arrivé de faire des heures de route, d'aller sur un circuit automobile et d'avoir le sportif qui a un problème sur l'auto. Qu'est-ce que tu veux faire? Par contre, là, le mental, ça m'a permis de voir que le sportif, tout ce qu'on avait mis en place, avant, il serait sorti de la voiture, il aurait balancé le casque, il se serait énervé, il aurait pourri son week-end. Et ben là, il a pris avec philosophie, il m'a dit, c'est comme ça. Il a commencé à calculer les points pour la course d'après pour être sûr de gagner le championnat. Donc, oui, forcément que le mental, aujourd'hui, et toujours fera la différence parce qu'on est tous entraînés et techniquement et physiquement. Et mentalement, c'est un peu à la one again, quoi. Ben non. Tu peux arriver à peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, être prêt pour ta course ou ta compétition. Moi, j'ai toujours l'exemple je suis très sport auto, j'adore le sport auto. Michael Schumacher, pas Mike, c'est son fils. Il perd sa mère. C'est juste quelque chose d'horrible, hein. Bon, il était payé, il y avait des enjeux. Eh ben, il monte dans la voiture, il gagne sa course. Il va en aucun cas au podium, ça se comprend. Mais oui. Donc, bon, j'explique à mes sportifs que s'il y a une chose pareille, eh ben, on en parle, on ajuste. Mais on peut arriver à conditionner sa tête à utiliser le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle, on en a discuté en off la dernière fois, l'état idéal de performance. Et là, oui, quand tu es en état idéal de performance, tu seras physiquement au maximum de tes capacités, de l'utilisation de ses capacités, techniquement et mentalement aussi. Et là, tu as un grand plaisir, tout est automatique et tu profites de cet état. Et là, on peut dire que le sportif, il se révèle au maximum de son potentiel. Alors, en ce qui concerne cette routine dont tu évoquais tout à l'heure, cette routine d'échauffement, Cindy, en quoi elle consiste? Est-ce que tu peux la dévoiler aux auditeurs qui, bon, là on est dans le cadre du running, hein. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour avant un entraînement, avant une compétition, être dans cette préparation finalement du mental, comme on va faire un échauffement physique pour monter en température. Là, on va petit à petit amener son mental vers la ligne de départ et le début de notre séance. Dans une routine, bien souvent, soit tu sors des études et tu vas à l'entraînement, soit tu sors du boulot, tu vas à l'entraînement, soit c'est ton job de courir, ça arrive aussi, et tu arrives de chez toi et tu vas à l'entraînement. Entraînement ou compète. D'ailleurs, il faut bien entendre, et si vous devez retenir qu'une chose, c'est que mettez d'abord les choses en place à l'entraînement, et après vous les mettez en compète. Une routine, c'est un échauffement mental qui doit exister à l'entraînement et en compète. On peut y mettre de la musique. Alors, on me demande quel style de musique? Non. Déjà d'écouter de la musique, si ça nous plaît, peu importe qu'on écoute du Mozart ou qu'on écoute une musique actuelle, on s'en fiche. La musique peut aider. Dans une routine, on peut y mettre des objectifs, c'est-à-dire je débarque à l'entraînement ou à ma compétition. Qu'est-ce que je veux faire? Mes objectifs. Alors là, bien sûr, on a des objectifs techniques que le coach gentiment impose. Non, on peut avoir des objectifs psychologiques. Prendre plaisir. Se dire que des choses positives. On peut avoir aussi des objectifs physiques qui sont de bien gérer son effort pour éviter de rentrer sur les genoux à la maison. Donc, dans une routine, pour les athlètes ou les triathlètes, ça peut être aussi préparer le sac, disposer les affaires, par exemple, s'équiper, c'est une routine.
attention au rituel. Le caleçon porte-bonheur, le bracelet porte-bonheur ou la médaille porte-bonheur. Ça, c'est un rituel. Et d'ailleurs, on en avait discuté en off. Les gens se trompent, ils disent « Oh, j'ai mis en place mes rituels ». Non, non, ma routine. La routine, c'est-à-dire que peu importe que tu écoutes de la musique, tu peux la chanter dans ta tête, personne viendra avoir d'incidence là-dessus. Et tu peux écouter 1 minute de la musique ou tu peux écouter 20 minutes de musique. Ça, c'est à toi de le décider. Donc, musique, se fixer des objectifs, là aussi, c'est une technique, mais déjà, d'avoir l'intention de se fixer des objectifs, c'est une bonne chose. Et tu peux mettre dans une routine, y mettre soit de l'activation, soit de la relaxation. C'est-à-dire, si tu as fait ta journée de boulot, ou comme toi, là, quand tu te levais tôt pour aller t'entraîner avant que tout le monde se lève, ben, des fois, physiquement, on a du mal à s'y mettre. Ben, comment avec mon mental, avec des projections, avec des objectifs, avec de la persuasion verbale de « Ok, je vais courir tant qu'il fait frais, je veux prendre plaisir là-dessus, je vais me challenger, c'est pour obtenir tel chrono. » Et tu es déjà dans une routine d'activation pour que quand tu démarres ta séance, tu sois dans les bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment en amont de la séance. Et comme tu l'as dit, après, une fois que cette routine est mise en place, on peut peut-être la mettre en place sur une compétition. Donc avec un petit entraînement qui va durer quand même quelques séances. En course, quand on se retrouve à être un petit peu dans le dur, comment on peut justement là activer le mental pour peut-être pas retrouver les jambes des premiers kilomètres et des premiers mètres, mais pour aller finalement vers quelque chose de bien plus positif, parce qu'on dit bien souvent que c'est le mental qui lâche avant que les jambes ne flanchent. Quand ça commence à piquer, clairement, si tu focalises sur tes jambes, tes quadris sont en train d'être congestionnés, tu dis putain, c'est dur, je vais avoir du mal, ben là, tu t'enlises tout seul vers le bas. Et c'est là, à ce moment-là, je donne que cet exemple-là, parce que après, il y a plein de travail, mais c'est à ce moment-là que si tu as jamais entraîné ta tête à l'entraînement, à être dans le dur, et à dire, OK, la prochaine fois que je sens que mes quadris piquent, je vais me dire, OK, c'est bon, ça veut dire que je peux encore avancer. Ou, il reste que tant de kilomètres. T'es là pour aller jusqu'au bout. Et tu vas prendre un dialogue interne qui sera plus positif que le négatif. Mais ça, c'est possible parce que à l'entraînement, tu auras entraîné ce discours interne. Il est hyper facile quand il fait beau, bonne température, que tu as tous les voyants en vert d'avoir un discours positif. Par contre, quand tu es en compète, que tu es dans le dur, le discours positif, il se barre et si tu l'as jamais travaillé, il sera compliqué à revenir. Donc, je pense que pour tes auditeurs, c'est attention aux entraînements. Quand ça commence à piquer aux entraînements, trouvez-vous des phrases, des mots repères. Trouvez-vous peut-être des images. Alors ça, c'est encore un peu plus complexe ou technique pour certaines personnes. J'ai des coureurs, ils détestent le vent. Bon, c'est comme ça. Sauf que le vent, avec je lui dis, mais quelle sensation ça te fait, le vent? Il me dit, mais j'ai l'impression d'être tout seul dans un tunnel. Ok, bien souvent, quand t'es dans un tunnel, t'as l'impression d'avoir une aspiration. Et donc, du coup, le vent qu'il subissait, parce que c'était compliqué pour lui d'avancer, eh ben, on l'a pris comme si c'était une aspiration. Et du coup, maintenant, au-delà de dire qu'il adore le vent, hein, mais il a plus l'impression de subir le vent et il voit vraiment cette aspiration en disant, ben voilà, allez, je prends l'aspiration et j'avance. Donc, il y a plein de solutions. Oui, la tête prend le relais. Tu peux aller sur tout simplement, il me reste tant de mètres, tant de kilomètres. Et retrouver un peu aussi pourquoi tu es là, le plaisir. Mais il est vrai que toi, sur des séances de piste qui parfois sont un petit peu monotones, hein, des gens me disent mais comment tu fais pour tourner sur une piste? J'ai l'impression quand même d'entraîner un petit peu mon mental. Tu me diras ce que tu en penses. Mais quand tu as 8, 10, 12 fractions à faire, je pars plus du principe tu en as déjà fait 6, 7 ou 8, plutôt que de me dire il en reste encore 5, 6, où là on n'est pas finalement dans c'est exactement le même comptage, mais dans un discours qui est totalement autre, et l'un est plus positif. Quand je me dis j'en ai déjà fait, ça me pousse à aller un peu plus de l'avant que il m'en reste encore un certain nombre à réaliser. Alors, je te rejoins, mais c'est ta perception. J'ai des sportifs, par exemple, tu vois, sur des préparations militaires ou pour les forces spéciales. Bon, c'est un nombre de tractions ou un nombre de tours de piste. Ça peut leur paraître positif. Plus que 5,
ça peut être positif dans le sens, j'ai déjà fait les efforts et notre cerveau, si on lui dit plus que 5, il va encore aller faire l'effort de faire 5 tours ou 5 tractions. Par contre, tu as raison de te dire, j'en ai déjà fait 50 ou 14, ça renforce. Oui, quand même. J'en ai déjà fait 14, j'ai déjà bien avancé, donc tu peux continuer. C'est ta connotation là qui va être importante. Et en termes de ressenti, par exemple, après une séance ou après une course, est-ce que on peut tirer des bénéfices, je sais pas moi, d'une performance ou d'une contre-performance seulement si elle est mauvaise, ou est-ce que dans le positif, il faut quand même aller chercher parfois des petites choses qui n'ont pas bien fonctionné pour encore plus aller optimiser ses prochains entraînements, ses prochaines compétitions? Alors, il y a quand même un grand précepte. Il y a plusieurs étapes de l'analyse de ton succès ou ton échec. Voilà, dans la formulation en préparation mentale, en psychologie du sport, on parle de succès ou d'échec. Bon, je trouve ça un peu violent le mot échec, mais voilà. En fait, tu peux analyser positivement ou négativement le succès et l'échec. Nous, on est là pour que l'analyse du sportif lui serve pour après. Si je la fais plus simple je viens de terminer ma première course de ma vie ou telle qualification, tu sors de ta course, il faut, et c'est nécessaire, de commencer par le positif. Comme quand tu rendras la prochaine copie à tes élèves, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Je me suis bien préparée, j'ai fait ma routine, je me suis parlé positivement, je me suis accrochée, j'ai tenu tel watt, si on est dans le vélo, ou telle vitesse. Enfin, il y a toujours des choses qu'on a fait de bien. Donc, forcez-vous, s'il vous plaît, à commencer par le positif. Tu as raison. Dans un second temps, bien souvent, on n'est jamais satisfait et on peut toujours progresser. Donc, et puis j'ai tendance à dire qu'on n'est en aucun cas dans le monde des bisounours. Donc oui, là, dans un second temps, on relève ce qu'il y a eu de moins bien. Putain, tu t'es dit lâche pas, t'as lâché, tu t'es entraîné tout seul, tu t'es mis tout seul dans une formulation négative. Bon, la prochaine fois, je me gueulerai stop dans ma tête et on verra ce que ça donne. Donc oui, tu relèves le négatif, mais t'essayes de trouver des pistes d'amélioration. Là, c'est bien beau de dire à l'élève, là, t'as rien compris, ce qu'on disait tout à l'heure, mais comment il peut faire pour mieux comprendre? Eh bien, le sportif, ou celui qui va sortir d'un grand oral pour l'école des mines, par exemple, dire, OK, j'ai parlé trop vite. Très bien. Comment je peux faire la prochaine fois pour parler moins vite? Et en France, on a tendance à faire l'inverse. D'abord dire le négatif et peut-être parfois dire le positif. Et en fait, on se plante tous. Il y a 3 étapes dans un bilan. Donc ça s'appelle le bilan ou le feedback. Je sors de ma compétition, de mon échéance, que je l'ai réussi ou non. Je dis du positif, assez important, du négatif avec les axes d'amélioration et je reviens sur du positif, global. Peut-être que ça va parler à nos plus jeunes auditeurs. Ça s'appelle un hamburger. La technique du hamburger. Positif, négatif, positif. Et on imagine, on visualise un hamburger. Et on commence par ça. Enfin, quand on termine, on doit toujours débriefer là-dessus. On s'est rendu compte que si on avait ce type de bilan-là, la personne avait plus confiance en elle. Donc voilà quand même un moyen d'entretenir ou de développer votre confiance, mais aussi la motivation. Après, il y a d'autres étapes plus importantes, c'est-à-dire que quand c'est la première fois que tu fais un mauvais choix stratégique sur une course, t'essayes de savoir si ça arrive souvent ou pas souvent, si c'était ta faute ou si c'était la faute d'un élément extérieur, si c'était quelque chose sur lequel tu avais le contrôle ou pas le contrôle. Là, on passe encore un cap et tout seul, ça sera compliqué, d'où l'intérêt d'avoir un professionnel qui t'accompagne. Mais tout seul, je pense que vous pouvez de vous-même vous forcer à faire un bilan. Et ce bilan, faites-le à l'entraînement. Faites-le soir quand vous rentrez à la maison. Avant de claquer la portière de la voiture ou de passer la porte de la maison, si vous faites un bilan de qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, qu'est-ce qui était moins bien, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, et je suis plutôt content de rentrer, vous allez plus profiter de votre soirée. Et ça, tu incites les personnes que tu accompagnes à le poser par écrit ou ça reste vraiment sur du verbal? Est-ce qu'il faut peut-être
ancré. Alors là, c'est le prof d'histoire et de français qui parle. Un petit cahier où on note finalement séance du jour, point positif. Bon, là, il y a un petit point négatif, mais et je fais le bilan, c'était quand même plutôt bien. Alors, ça dépend des personnes. T'en as qui sont à l'aise avec l'écrit, d'autres non. Aujourd'hui, il y a les vocaux qui sont à la mode. Donc, les sportifs me font des messages vocaux. Ils les enregistrent, ils se les gardent. J'aime bien qu'on garde des traces parce que ce que tu as vécu là, le 24 juin 2021, la veille des Jeux Olympiques ou dans 4 ans au prochain championnat du monde ou d'Europe, ben c'est bien que tu vois toute la progression que tu as eue. Parce que finalement, on a tendance à vite oublier par quoi on est passé, aussi bien dans le positif qu'aussi bien dans le négatif. Donc, dans l'accompagnement qu'on propose avec les sportifs, il y a comme un carnet de bord. Alors, certains, c'est un livre, d'autres, c'est des feuilles qu'on donne dans une pochette, d'autres, c'est sur une note de leur portable. Mais oui, on a tendance, et le prof de français que tu es, les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc, et puis même de poser par écrit, ça permet de se rendre compte, quand on analyse leur discours interne et qu'ils se disent « je suis une merde », bon, ben c'est peut-être plus simple de le dire que de l'écrire. Et quand tu l'écris, tu dis « bon, on peut peut-être trouver une phrase plus positive que je suis une merde. Ah, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de douter, j'ai un cerveau, j'ai un corps. » Et du coup, de l'écrire, il y a la prise de conscience quand même que c'est hyper violent et néfaste. Et effectivement, je pense que il faut quand même regarder le chemin parcouru, d'où cette consigne des séances qui ont été réalisées, des différents échecs que l'on a pu rencontrer. Hein. C'est pas un chemin linéaire rempli de succès. On n'est pas dans une méthode Coué où tout est positif, tout est beau. Tu le disais tout à l'heure, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est ça, cette méthode de... Alors, et on me le dit, quand on travaille le discours interne, les sportifs ou les non-sportifs me disent « mais non, mais moi, je veux pas me dire que je suis le plus beau et le meilleur et le plus fort. » Je dis « mais à quel moment c'est écrit sur la feuille? Regarde bien. » Il y a juste noté que, dans un discours interne, il est mieux de s'encourager, il est mieux de se donner des bonnes consignes techniques, si c'est pertinent, et qu'il faut éviter la formulation négative. Éviter. On a le droit de se dire c'est mauvais ce que je fais. On a le droit de se le dire. Mais, ok, quand tu as constaté que c'était mauvais, ta stratégie, comment techniquement je mets en place des choses et comment je m'encourage pour me booster. Donc je suis le plus beau, le meilleur et le plus fort, pour l'instant, ça n'a jamais fonctionné. Je pense que quand on fait ça, on booste un peu l'ego des personnes, juste 5 minutes ou 10 minutes, et ça redescend comme un soufflet quelques temps après. Et dans l'accompagnement que tu mènes au quotidien, donc tu dis c'est vraiment cette relation, tu vas sur les terrains, sur les salles où les sportifs donc pratiquent leur activité. Là, pour des sportifs que tu vas accompagner pour les JO de Tokyo, comment tu vas faire? Parce que là, à moins d'être sur place à Tokyo, c'est peut-être un peu plus handicapant de ne pas être au contact de tes sportifs. Alors, il est vrai que si on reprend la définition de la préparation mentale, entraînement qui vise à développer des qualités mentales pour optimiser la performance tout en favorisant le plaisir et l'autonomie. C'est-à-dire que le sportif, normalement, il en a aucun besoin de nous appeler juste avant une course. Il est autonome. Alors, on va sur le terrain pour le mettre en situation, on va sur le terrain pour observer et comprendre tous les enjeux qu'il y a autour, on va sur le terrain pour l'accompagner. Les Jeux, alors là, Tokyo, c'est particulier à cause du Covid, donc j'y serai physiquement non présente, mais les sportifs sont prêts. Par contre, on a des leviers et des relais, c'est-à-dire que l'entraîneur avec qui on a bien discuté saura identifier, l'entraîneur peut nous appeler, le sportif peut nous appeler, mais on a fait tout pour que le sportif, ce jour-là, il soit libre de ses choix, de ses actions. Ils peuvent nous appeler. Là, il s'est passé quelque chose récemment, je sais pas si tu as vu, au championnat de France de natation, les plots de départ se sont décalés. Donc, ils ont été arrêtés. Et j'ai pris des nouvelles des sportifs qui étaient là-bas. Et c'était même pour faire une petite plaisanterie parce que vous pourriez imaginer qu'est-ce qui pourrait mal se passer lors de nos courses. On appelle ça des scénarios catastrophes. Et du coup, j'ai appelé les sportifs avec une petite plaisanterie en disant
joli scénario catastrophe parce que la compétition était à l'arrêt. On n'avait aucune idée de quand ça allait repartir. Et les sportifs, quand ils m'ont eu, ils m'ont dit, mais on a toujours tout préparé. Donc moi, j'attends, je suis prêt. Je suis à l'hôtel, je fais ci, je fais ça. J'ai aucune inquiétude. Alors que les sportifs qui avaient jamais travaillé ces scénarios catastrophes-là, qui ont aucun accompagnement, par contre, ils étaient dans un stress compliqué. Et en termes d'outils pratiques, Cindy, dans ce que tu mets en place, dans ce que tu utilises, tu parlais de la visualisation, donc de ces scénarios catastrophes. Est-ce qu'il y en a d'autres que l'on peut mettre facilement à exécution, même si ils demandent une prise en main, on va dire, sur quelques semaines? Est-ce que, comme les habitudes, faut 21 jours pour pouvoir se les approprier? Alors, la visualisation, sur le papier, c'est génial. Ça améliore la confiance en soi, la concentration, ça renforce la motivation et la combativité, ça diminue le stress. Enfin, sur le papier, la visualisation, c'est génial. Sauf que si tu la fais tout seul et que ça prend de l'énergie, donc il faut être sûr de la faire au bon moment. C'est ça le truc intéressant. Le scénario catastrophe, si vous voulez le regarder un peu, ça serait peut-être une semaine ou 15 jours avant la compétition. Imaginez qu'au bout de 5 kilomètres, il tombe des torrents d'eau. Par exemple, ça peut être un scénario catastrophe. Ou que ta chaussure se casse. Ça paraît le truc complètement improbable, mais ça peut. Et par contre, on considère que la veille ou 2 jours avant, tu fais le scénario positif. Sauf que tu as des personnes qui ont du mal à faire ces images positives. Et si elles restent seules à avoir que des images négatives, ça peut être pire. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Moi, je conseillerais plus, avant une course, d'aller regarder le lieu où vous allez dormir si vous y allez la veille, d'aller regarder le parcours, d'aller regarder la météo. Je vous conseillerais plus d'aller sur l'organisationnel. Déjà, ça diminuerait beaucoup le stress. Tout bête. Savoir si y a monsieur ou madame qui vient, les enfants. Parce que tout ça, c'est à gérer autour de nos performances. Je préférais que vous alliez sur l'organisationnel. L'imagerie, c'est un peu border si c'est fait tout seul. C'est d'une bonne intention, mais ça peut être pire, en fait. Et quelques secondes avant le départ, tu vois, quand on a cette petite boule, on se dit ouais, finalement, j'ai fait ma préparation, je sais que j'ai bien bossé, mais je vais pas y arriver. Je suis pas sûr d'atteindre le kilométrage que je me suis fixé ou le chrono. Je vais pas être en mesure finalement d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrebalancer un petit peu cet état, on va dire négatif et de peur peut-être? Alors normalement, si tu as fait ta routine, cette boule au ventre et ce discours-là négatif, il est aux oubliettes. Hein. Donc déjà, vraiment, hein, mets en place une routine et tu auras moins cette perception-là. Admettons, tu as encore la boule au ventre sur la ligne de départ. Admettons, on aura travaillé une technique de relax. Tu contractes tout, tu relâches tout, ou tu te projettes dans le canapé ou sur une piste de ski. On fait de la visualisation, on l'aura travaillé et tu redescends. Ou alors, tu as ta phrase qui te permet de dire « Hey, c'est du sport. Je vais faire ce que je peux ou je vais tout donner et je suis là pour passer un bon moment. » Tu peux aussi, t'as le droit d'avoir la boule au ventre. T'as le droit d'avoir ton cerveau qui te dit « Non, mais tu vas faire n'importe quoi, ça va être compliqué. » T'as le droit, t'acceptes, mais tu trouves un levier, qu'il soit persuasion verbale, qu'il soit t'ancrer, quoi, faire un petit bond sur place, par exemple, regarder autour. Voilà, c'est de la comparaison aux autres, mais regarder autour en disant « Hey, il y a que des hommes ou il y a que des femmes, quoi. Enfin, deux jambes, deux bras, une tête. Je l'ai choisi d'être là. Parce que bon, le sport, on le choisit d'être là. » Donc finalement, tu as plusieurs cordes, que ce soit un petit peu l'hypnose, la visualisation, la sophrologie, la psychologie. Tu parlais tout à l'heure de boîte à outils. Je dirais qu'il y a même plusieurs cases dans cette boîte avec des leviers que tu vas utiliser en fonction des sportifs. Ça ne va peut-être pas marcher. Enfin, tu as peut-être pas une méthode qui est dictée pour n'importe quel sportif. Tu t'adaptes en fonction des différents profils. Si tu veux, plus concrètement, notre métier, c'est des entretiens. C'est l'échange, alors non de la discussion, de l'échange, de l'entretien, qui va permettre d'identifier le besoin, de proposer l'outil, mais la situation. Sur la comparaison aux autres, quand tu as des sportifs qui me disent « Oui, mais quand j'ai tel dossard qui me double,
je suis au fond du seau parce que je sais que c'est le meilleur français ou le meilleur international, t'as pas d'outils. Il y a pas tout le temps que des outils. Par contre, t'as un vrai travail sur, ok, cette personne-là, peut-être qu'elle s'entraîne plus que toi, peut-être que elle a plus de pression que toi parce que elle est favori. Enfin, il y a quand même un travail d'analyse, de restructuration dans ton esprit de la situation. Et en effet, hypnose, visualisation, fixation d'objectifs, c'est la partie simple à expliquer quand on en parle, là comme on est en train de le faire. Mais le préparateur physique, il va faire des squats, mais pas que, en fait. Et donc aujourd'hui, la préparation mentale, c'est un accompagnement où on s'assure que tout est articulé pour que la personne soit dans les conditions optimales de performance. Est-ce que tu as un exemple, on va dire un peu cash, d'un sportif que tu aurais vraiment renvoyé dans ses cordes pour le piquer, pour peut-être le faire réagir? Quelque chose qui est vraiment significatif, un sportif qui dit non mais je vais jamais y arriver, et là tu enfonces le clou, mais dans l'optique de le faire réagir à l'inverse et de faire ressortir du positif. On appelle ça la confrontation, le confronter à son manque de cohérence. Et à vrai dire, je le fais. Alors, faut savoir quand tu le fais. Si tu le fais juste avant la course de l'année, les championnats de France, d'Europe ou autre, c'est risqué, c'est border. Tout l'intérêt de bien connaître ton sportif. Oui, je le fais. Si par exemple, il m'envoie des textos ou il m'appelle et que je vois de la formulation négative toutes les 3 secondes, bon, mais je vais l'appeler, je dirais très bien, continue. C'est génial. Tu es sûr que sur la ligne de départ, tu as du stress et qu'avant la fin, tu abandonnes. Et là, il me dit, ah oui, merde. Ben ouais, sans déconner, on a vu quoi là récemment? Formulation positive. Comment tu peux reformuler? Oui, on confronte. Parce que on le confronte quand c'est possible. Quand on sent que c'est possible. Oui, ça m'aide. Et puis, tu as des entraîneurs. Aussi, à un moment donné, si tu râles et que tu n'as plus les capacités de trouver une seule solution, on peut essayer de l'ouvrir pour qu'il voit les solutions. Puis, il y a des fois, ça sera non. Bon, ben, on met un stop. Point. Mais oui, les sportifs, gentiment, on les secoue un peu. Récemment, un sportif de niveau international m'explique qu'il a du mal à dormir depuis plusieurs temps et qu'il mange un peu quand il y pense. Je le regarde, alors très sérieusement, hein. Je dis ben super, t'es prêt pour la prochaine compète. Je dis c'est dans tant de semaines, c'est parfait. Je dis on se reprend pas rendez-vous, ça sert à rien. Du coup il comprend, hein, il me dit mais attends, je dis mais sans rire. Je dis tu manges n'importe quoi et tu dors plus. Je dis mais où est la base? Je dis parce que moi on aura beau faire tout ce que tu veux en préparation mentale, si tu es fatigué et si t'es sous-nutri, on pourra rien faire. Bon, et là, du coup, il dit, ah oui, merde. Bon, oui, merde. Ok. Après, il y a peut-être des explications aussi pourquoi le sommeil est compliqué. Donc, ça questionne aussi les motivations. Est-ce qu'il a toujours envie? On sort du Covid, on n'est pas encore sorti de ce Covid, mais on sort d'une année compliquée, compète, pas compète. Les motivations ont complètement bougé. Donc, on les confronte, mais gentiment, c'est aussi pour aller s'assurer qu'ils sont en accord avec eux-mêmes. C'est ça qui m'importe. J'ai des sportifs, des fois, ils m'ont dit, là, j'arrête la course. Ouais, ok. Projette sur dans 2 mois ou dans 5 ans. Est-ce que d'arrêter là, ça te va? Oui. Non. Moi, je te laisse choisir. Je veux juste que tu aies aucun regret et que ça te serve dans ta carrière. Et nous, on est là pour ça. Et justement, cette période Covid, quand les objectifs ne sont pas présents, pour avoir interviewé donc quelques sportifs de très très haut niveau, certains m'ont dit sans objectif, Sébastien, moi je suis bon à rien. Comment toi tu peux les accompagner pour peut-être se fixer des objectifs qui soient là peut-être au-delà du simple résultat et du simple chrono? Alors, justement, beaucoup de sportifs ont aucune connaissance de la fixation d'objectifs et de ses effets. Les sportifs, et ils ont droit, hein, qui étaient focalisés que sur le résultat. Le résultat, soyons clairs, c'est être premier mondial, 2e, 3e, 4e, c'est d'être sur un podium. Voilà le résultat. Le chrono, c'est une performance qui sera individuelle. Les sportifs qui ne vivent, il y en a, hein, que pour être meilleurs, alors là, ils se sont retrouvés au carton avec le Covid.
Parce que du coup, plus aucun moyen d'être comparé, plus aucun moyen d'être challengé, et bien souvent, c'est des sportifs qui ont aucun plaisir à s'entraîner. Par contre, les sportifs qui avaient des objectifs qui étaient plus de performance, donc de chrono si on est dans la course, eh ben, ils se levaient quand même pour aller courir, ils couraient dans leurs kilomètres, ils faisaient quand même de la préparation physique, ils faisaient quand même de la visualisation pour s'imaginer en compétition, pour se challenger. En fait, finalement, le Covid a mis en exergue les motivations, mais du sport ou du boulot, hein. Il y a beaucoup de mouvements dans les milieux professionnels aussi. C'était pourquoi on va s'entraîner. Est-ce qu'on va s'entraîner par plaisir de notre activité et on est content de faire des compétitions et de gagner des titres? Ou est-ce que si demain de la course, on peut passer au badminton ou on peut passer au golf, ce qu'on aime, c'est de se challenger et d'être dans les meilleurs. On a le droit. Mais ça a réveillé ça, en fait, finalement. Et le job du préparateur mental, ou même des sportifs amateurs, hein, on a beaucoup de sportifs amateurs qui viennent nous voir, on les voit que 6 fois, mais c'était de retrouver de la motivation, de retrouver de l'envie. Et le Covid, nous mettant dans une incertitude de temps, il fallait nous ramener dans le présent. Là, je vais aller courir parce que je suis content de chausser mes baskets, parce que je suis content d'aller voir la nature, parce que je suis content de continuer potentiellement à progresser et à avoir un bon rythme. C'était drôle parce que ça fait 9 ans que je suis dans la préparation mentale, on avait toujours préparé nos sportifs à loin, et bien là, en fait, il fallait qu'on les ramène dans le présent. Donc, c'est-à-dire que même nous, en tant que professionnels, on a dû dire, attends, on n'en sait rien pour combien de temps on part. Le premier confinement, on espérait que ce soit fini après. Je pense qu'on était tous dans le déni de la situation. Donc, en plus, on a surfé sur le premier confinement en disant, bon, ça va repartir. Et quand c'est pas reparti, quand ils ont annulé les Jeux Olympiques, par exemple, on s'est dit, oula, et rien n'est, en fait, tout ce qu'on avait projeté bouge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va nous ramener dans nos valeurs, dans la valeur du sport, dans l'envie du dépassement de soi, de peut-être retrouver les autres à distance en se protégeant. Mes cyclistes, ils sont allés rouler tout seuls. Les rugbymen, ils sont allés s'entraîner tout seuls avec un ballon face à un poteau. Enfin, ça a changé complètement notre spectre, en fait. Mais ça a bousculé pas que les sportifs, hein, tout le monde. Et en 9 ans de pratique, comment tu regardes le parcours que tu as mené depuis cette sortie de la fac de STAPS? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu envisages encore d'autres évolutions? Quel serait le plus grand changement entre tes premiers entretiens et ceux que tu mènes aujourd'hui? Alors, le parcours. Moi, j'avais plusieurs objectifs quand je suis sortie de la fac. Promouvoir la préparation mentale pour tous. La rendre accessible, peu importe comment, mais la rendre accessible à un enfant de 5 ans. Et la personne la plus âgée que j'ai aujourd'hui a 87 ans. Voilà, c'était permettre à chacun, moi dans ma tête, c'est les seules limites sont celles que l'on se fixe. Peu importe où tu es né, peu importe tes capacités, si tu as envie et que tu donnes les moyens, tu atteindras ce que tu souhaites. Ça, c'était cette partie-là. J'avais aussi envie de vivre des belles expériences, que ce soit d'aller sur le terrain, de rencontrer des belles personnes. Ça, c'était mon objectif. Et je voulais créer une structure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rends compte que quand je vais sur le terrain, le sportif, il a que de l'eau, alors que l'eau, des fois, il y a mieux. Les sportifs sont assez souvent isolés, notamment dans la course à pied, par exemple. Ils s'entraînent tout seuls. L'ostéo, ils savent pas trop qui aller voir. Et du coup, ça fait 2 ans, et il a ouvert qu'en avril, là. Ça faisait 2 ans, mais plus longtemps avant, que je maturais sur un centre pluridisciplinaire où le sportif, mais aussi toute autre personne, pourrait venir et avoir accès, donc, à un médecin, à un kiné, à un ostéo, psychologue, diète, naturo, infirmière, etc. Et il m'a fallu un peu de temps, parce qu'il fallait trouver un lieu. Et ça y est, avril 2021, plein Covid, le centre Croix Dorade Santé a ouvert. Alors, c'est un centre qui est teinté du grand public, parce que les 2 médecins qui sont dans le centre sont médecine générale, hein, et non du sport. Donc, j'ai quand même mes contacts dans la médecine du sport. Mais au moins, on travaille en pluridisciplinaire, parce que c'est pareil, moi, je pense que personne n'est indispensable et que la performance
notamment la santé, c'est un tout. Donc, d'avoir des équipes et des personnes qui collaborent entre elles. Et l'objectif que j'avais aussi, c'était de transmettre. Donc, j'enseigne un peu à la fac, notamment les aspects psychologiques de la perf, la prévention du burn-out. Et je me place non en tant que prof, je me place juste en tant qu'ancienne étudiante qui leur donne des conseils qui peuvent et qui pourront les aider aujourd'hui en tant qu'étudiants, mais dans leur projet professionnel. Et comme j'avais fait mon mémoire, un de mes mémoires sur la blessure, je voulais vraiment accompagner le sportif dans la blessure. Donc, je suis dans une structure qui s'appelle l'ITEPS, à Muret, où sportif et toute personne blessée peut venir faire de la rééducation, mais aussi de la préparation physique et de la préparation mentale. Donc, avec 9 ans de recul, alors satisfaite, je pense que pour un esprit de compétition comme le mien, oui, contente, on va dire. Je suis plutôt contente de ce parcours et surtout des valeurs des sportifs avec qui je travaille. C'est des sportifs qui sont alignés, respectueux. C'est plus ça dont je suis fière aujourd'hui. Alors pour des sportifs qui vont se challenger sur les prochains championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde et très prochainement Jeux Olympiques, il y aura peut-être une petite part de ton travail dans leurs résultats. Donc ça doit faire plaisir quand même quand les sportifs reviennent avec des résultats et tu te dis j'ai pu quand même apporter ma pierre à l'édifice en marge de ce que l'entraîneur a pu faire et de ce que le sportif a pu réaliser sur les terrains. En fait, je le réfléchis vraiment, mais ce qui me rend fière, c'est de les voir en tant qu'hommes et femmes, parce qu'il y en avait, ils sont toujours jeunes, mais il y en avait, ils avaient 10 ans. Donc maintenant, ils en ont 19 ou 17. Donc ce qui me rend vraiment fière, c'est de les voir évoluer en tant que personnes. Et finalement, quand ils ont des titres, oui, ils m'écrivent, mais ça me fait plus plaisir de voir qu'ils sont contents d'eux-mêmes, de voir que ils se sont battus pour arriver là, parce qu'il y en a qui sont passés par des choses très compliquées. Il y en a, je suis allée les voir après leur 2e ou 3e opération. Il y en a qui ont dû s'entraîner pendant tout seuls parce que des clubs les refusaient. Il y en a qui ont eu des carences alimentaires qui les ont mis en danger. Enfin, c'est des personnes qui ont été mis en difficulté par le monde du sport, parce qu'il est loin d'être tendre à certains moments, et qui finalement, sans prendre leur revanche, aujourd'hui, ont atteint ce qu'ils voulaient et continuent d'atteindre ce qu'ils veulent. Et franchement, demain, ils ont des titres, c'est bien parce qu'ils le notent, ça reste un CV sportif, mais il est très périssable. Hein. Les Jeux dans 4 ans, une médaille olympique, ça reste. Mais un titre de champion de France dans la discipline, c'est 2 fois par an, 1 fois par an. Donc, non, ce qui me plaît, c'est que ça va teinter leur parcours d'hommes et de femmes, finalement. Alors, avant de conclure, Cindy, est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs, synthétiser ce que l'on peut faire en tant que sportif pour aborder de la meilleure des façons un entraînement ou une compétition? Quels sont les préceptes de Cindy, préparatrice mentale? C'est la préparation mentale tout court. Alors, avant un entraînement ou avant une compétition, même si vous arrivez presque à la bourre, ça arrivera, ayez l'impression de prendre le temps de vous échauffer, et physiquement et mentalement. S'il le faut, fixez-vous qu'un ou 2 objectifs, mais fixez-vous-le et démarrez votre entraînement. Ça, on est dans de la routine, vous pourrez revoir en détail sur le début du podcast. Quand vous êtes dans l'effort, peu importe ce que vous faites comme discipline, attention à ce que vous vous dites. Si vous vous découragez, si vous vous descendez, vous le payerez forcément. Quitte à avoir un discours un peu plus positif ou à se dire stop dans votre tête, mais c'est vous qui entraînez vos jambes, c'est vous qui êtes acteur de votre performance. Donc, attention à ce dialogue interne et il s'entraîne d'abord à la maison, dans vos cours, au boulot, pour que sur le sport, ça soit facile. Et pour terminer, quand vous avez fini quelque chose, que ce soit un bon ou un entraînement tout pourri, faites bien attention à commencer toujours par le positif. J'ai tenté, j'y suis allée. Positif, négatif avec l'axe d'amélioration et revenez sur le positif. Donc, routine avant, pendant, attention au poids de ce que vous pensez de vous-même. Et le après, faites un bilan objectif parce qu'il y a toujours des choses qu'on aura bien fait. Bon, je pense que là, on a vraiment
toutes les cartes en main pour réaliser donc de belles choses à l'entraînement et en compétition. Sur quel réseau, sur quel support média on peut te retrouver si les gens veulent te contacter et avoir plus d'informations sur l'étendue de ton travail et cette boîte à outils que tu leur proposes? Alors, le site internet, c'est LC pour la place Cindy coach.fr. Bon, en tapant Cindy Laplace dans Google, on trouve. Le site internet, le blog est beaucoup alimenté. On trouve sur comment préparer un triathlon, comment gérer ses émotions dans le tennis. Donc, vous pouvez même aller lire d'autres articles qui vont vous servir. La page préparation mentale sur Facebook relaye ces articles-là. On fait quelques vidéos qu'on met sur Facebook, Instagram. Instagram, je crois que c'est Cindy Laplace. Bon, on me trouve assez facilement sur les réseaux. Et après, je vous invite peut-être à nous contacter parce qu'on est, alors moi un peu moins, mais Nino est plus disponible. Ne serait-ce que d'échanger 10-15 minutes, on le fera avec grand plaisir. Bon, un grand merci Cindy pour cet échange et cette optimisation finalement du mental, hein. Il faut, comme l'entraînement physique, entraîner son mental pour atteindre à chacun ses objectifs, mais être performant à son niveau. Donc un grand merci d'avoir pris du temps en cette période de pré-olympique pour échanger sur le podcast. Merci à toi. Écoute, on a trouvé, on a passé un moment sympathique et j'ai hâte de voir le résultat. Bien. Pour moi, ça a été un bon moment. Donc, je vais tenir compte de cette routine avant entraînement et ce débrief que je fais déjà sur le plan physique, mais que je pourrais faire sur le plan mental. Donc, j'ai encore appris beaucoup aujourd'hui. Un grand merci. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.